Merci de votre confiance à la première chaîne panafricaine Africa Télévision, la chaîne du continent africain, le continent de l'émergence et du progrès. Bienvenue à Eco Hebdo. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. À tout de suite. Ce numéro d'Eco Hebdo sera exclusivement consacré au Africa-CEO Forum 2016 tenu les 21 et 22 mars dernier dans la capitale ivoirienne Abidjan. Nous avons déployé, comme à chaque rendez-vous Africa Télévision, au cœur des grands événements, une forte équipe à Abidjan, dans la capitale ivoirienne, avec Oussouf Diagola et Ali Khalifa Touré. C'est dans cette optique que nous avons rencontré M. Isaac D. M. D est donc le président du comité national de pilotage pour le partenariat public-privé en République de Côte d'Ivoire. Monsieur D, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc en direct avec nous depuis la capitale ivoirienne. Monsieur D. Bonsoir, monsieur Sorikaba. Alors, monsieur D, commençons tout d'abord par présenter c'est quoi le comité national de pilotage du partenariat public-privé, quelles sont ses missions. Parlez-nous brièvement de ce comité national, M. D. Merci. Je crois que d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler un peu du comité national de pilotage et partenariat public-privé, qui est une institution, une structure qui a été créée en 2012 par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est rattaché à la présidence et qui a pour mission de piloter, comme on le dit, les partenariats public-privés. Nous avons un rôle de conseil, d'assistance aux différents ministres. Le ministère met d'ouvrage des projets, nous les accompagnons, mais aussi nous validons effectivement les différentes stratégies et nous donnons un avis sur les résultats de consultation, des discussions. Donc voilà, donc nous avons un rôle d'activateur, un rôle de catalyste. Nous avons pour mission de pouvoir impulser cette dynamique afin que les partenaires publics-privés qui font partie de notre programme de développement en 2016-2020 soient transformés de façon concrète en projets au bénéfice des populations. Justement, Monsieur D, je rappelle que lors de ce Africa-CEO Forum tenu les 21 et 22 mars dans la capitale ivoirienne, le président Alassane Ouattara, président de la République ivoirienne, a mis un accent tout particulier sur ce partenariat public-privé. Quel doit être le rôle prépondérant joué notamment par le secteur privé dans l'essor, n'est-ce pas, de l'économie ivoirienne, Monsieur D? D'abord, je voudrais vous dire que notre programme de développement qui comporte en fait, traduit une vision d'abord et puis un parti pris, celui de faire confiance, renforcer la confiance que nous avons dans le secteur privé. Donc ce programme repose sur le pari de mettre au centre du dispositif le secteur privé. Donc comme l'a dit le président de la République, le PND 2016-2020 met au centre du dispositif du secteur privé. De tête, ce programme, qui est d'un montant de 30 000 milliards de francs CFA, doit être exécuté, financé par le secteur privé. Un tiers financement public-État, un tiers partenariat public-privé, donc 10 000 milliards de francs CFA, et 10 000 milliards de francs CFA réalisés entièrement par des projets purement privés. Donc il s'agit de traduire, disons, dans les faits, de toute la place que cela peut prendre dans le développement de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce message qui a été donné par le président de la République. Donc il traduit l'expression et la confiance que le gouvernement et la population mènent au secteur privé. Et l'appelle le secteur privé à prendre sa place, toute sa place, et accompagner le développement. Merci, Monsieur Isaac D, pour la clarté dans cette réponse. Alors, vous avez également présenté, vous qui êtes donc le président de ce comité de pilotage du partenariat public-privé en Côte d'Ivoire, 12 projets que je jugerais de projets titanesques. Quelles sont, n'est-ce pas, les places et quels peuvent être les apports de ces 12 projets dans l'essor de l'économie ivoirienne, Monsieur D? Oh, je crois que, en fait, nous avons un portefeuille sur la période 2016-2020 qui comprend une centaine de projets. Nous avons présenté un avant-première à 12 projets, mais je veux dire que le portefeuille va beaucoup plus loin. Parce que chez nous, le partenariat public-privé est dans tous les secteurs. Nous avons des projets dans le domaine de l'énergie, des transports, dans le domaine des routes, dans le domaine agricole, dans le domaine des ressources animales et halieutiques, dans le domaine du commerce. Donc nous avons profité de cette opportunité pour présenter une partie d'une centaine de projets, dont beaucoup ont, je dirais, limite à peu près 30%, ont fait l'objet de la signature des opérateurs privés, donc ont connu pour certains un début d'application. Et d'autres sont en négociation, et d'autres projets sont en phase d'étude
avant, disons, la consultation. Donc, cette présentation d'avant-première était un peu un prétexte pour pouvoir montrer que la Côte d'Ivoire dispose de, il y a des opportunités à faire en Côte d'Ivoire. Et nous avons, aujourd'hui nous sommes considérés comme la première zone attractive en Afrique subsaharienne. Donc c'était de montrer que, de façon concrète qu'il y avait des opportunités dans le domaine de partenariat public en Côte d'Ivoire. Donc l'éventail est vaste, les opportunités sont nombreuses, la confiance dans le secteur privé est là et les conditions de réussite sont là. Donc voilà un peu cet exercice que nous avons fait en échangeant de façon concrète sur une série de projets. Donc nous avons parlé des projets dans le domaine du gaz naturel, nous avons parlé des projets dans le domaine des centrales solaires, nous avons parlé aussi des projets dans le domaine des routes, nous avons parlé des ports, des ranches aussi, d'exploitation aussi des domaines agricoles. Donc voilà un peu tous ces projets qui ont fait l'objet de présentation. Mais vous voyez bien qu'effectivement c'est large. Voilà, c'est large. Merci, Monsieur le Président Isaac D. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes le président du Comité national de pilotage du partenariat public-privé en République sœur de Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Monsieur Kaba. Nous restons donc toujours dans le cadre du Africa CEO Forum. C'est pour cette fois-ci retrouver M. Mohamed Boussaïd. Il est le ministre marocain en charge, n'est-ce pas, de l'économie et des finances. Il a rencontré nos envoyés spéciaux à Abidjan, Oussouf Diagola et Ali Khalifa Touré. Suivons cet entretien. Bienvenue sur Africa Télévision, la chaîne du continent, aussi la chaîne des grands événements. Notre invité aujourd'hui est le ministre marocain de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à Abidjan dans le cadre du Africa CEO Forum, la rencontre des dirigeants des grandes entreprises africaines qui est à sa 4e édition, mais la première interafricaine, les 3 précédentes ayant lieu à Genève en Suisse. Merci bien, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, une première question. Comment se porte l'économie marocaine aujourd'hui? L'économie marocaine se porte bien. Nous sommes sur un chemin de croissance intéressant. D'ailleurs, depuis l'an 2000, le Maroc a réalisé une croissance économique moyenne de 4,7%. Cette performance a traversé plus ou moins les crises, notamment la grande crise de 2008. Il a traversé aussi, il a pu résister aux grands chocs économique important, exogène, le Maroc n'étant pas un producteur du pétrole, vous vous rappelez donc l'envolée des prix de matières premières et du pétrole en particulier. Je pense que la force de notre économie, c'est sa diversification industrielle, l'agriculture, l'industrie, bien entendu les services, le tourisme, la diversification aussi de partenariats. Le Maroc a signé des accords de libre-échange avec 56 pays dans le monde, dont les États-Unis, l'Europe. Ça représente plus d'1 milliard donc, de consommateurs. On va parler de l'investissement. Donc l'économie se porte bien. Si je dois donner quelques chiffres, donc pour 2015, nous avons réalisé une croissance proche de 5%, avec un effort important de retour à l'équilibre du cadre macroéconomique. Donc les déficits budgétaires extérieurs se résorbent. 2015, le déficit budgétaire était autour de 4,3%. Cette année, la loi de finances prévoit 3,5%. Et le déficit extérieur, nous prévoyons cette année l'équilibre pour le compte courant de la balance des paiements. Les réserves en devises s'améliorent. L'investissement extérieur, l'investissement étranger également progresse de manière substantielle, plus de 6% l'année dernière. Et le Maroc est vu aujourd'hui comme étant réellement une plateforme de production, d'exportation, grâce à une politique marocaine économique entreprise depuis pratiquement 15 ans pour insérer notre économie dans l'économie mondiale. Donc il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de réformes structurelles et beaucoup de réformes sectorielles avec des visions stratégiques pour chaque secteur. Le Maroc profite aussi de sa position géographique privilégiée à la pointe de l'Afrique avec une proximité par rapport à l'Europe et avec une volonté aujourd'hui manifeste sous l'impulsion de Sa Majesté de renforcer les liens historiques avec l'Afrique subsaharienne à travers des partenariats économiques, à travers une nouvelle philosophie de la coopération sud-sud. Nous croyons fermement
à cette coopération sud-sud et nous pensons que l'Afrique aujourd'hui, qui est redevenue, grâce à l'effort collectif de l'ensemble des pays africains, nous allons parler l'espoir de demain, donc le Maroc compte prendre ses responsabilités pour participer au développement de ce continent. Nous allons parler largement de ce que fait le Maroc en Afrique subsaharienne, mais en termes de retombées pour les populations marocaines, cette bonne santé de l'économie, ça se traduit en quoi? Surtout quand on parle de chômage. Alors, le chômage également se résorbe. Le taux de chômage enregistré à fin 2015 a baissé de 0,2 points, donc nous sommes à 9,7%. Mais je dois dire aussi, pour nuancer, qu'à l'instar d'autres pays, nous souffrons d'un chômage important des jeunes, notamment donc des jeunes diplômés, d'où justement l'ensemble de la politique aujourd'hui économique, avec une priorité donnée à l'industrie, parce que l'industrie permet de créer des emplois, de la richesse et des emplois pérennes. La stratégie du plan Maroc Vert pour l'agriculture, 45% aujourd'hui encore de Marocains vivent au milieu rural, donc accélérer la croissance économique pour que justement créer de la richesse et créer de l'emploi, mais également faire que cette croissance soit inclusive, qu'on puisse réduire les disparités aujourd'hui au niveau de certaines régions du Maroc. Dans les termes, cela ne se traduit pas trop. Si on regarde par exemple le nombre d'emplois créés, à peu près 133 000, si mes chiffres sont bons, il n'y a qu'un sixième qui a été créé en milieu rural. Notre agriculture également se transforme. Le plan Maroc Vert a visé, avec ses deux piliers, l'agriculture moderne, intensive, exportatrice, également l'agriculture solidaire pour les petits agriculteurs. Cette transformation de l'agriculture fait que nous ne sommes pas forcément au niveau agricole dans la création d'emplois dans le secteur agricole, mais la force de ce secteur permet de générer d'autres externalités, notamment en matière donc, de développement de l'agrobusiness, des industries agricoles. Et je dois dire globalement, la politique, encore une fois, économique du pays fait que globalement notre économie se porte de mieux en mieux, crée de plus en plus de richesses et donne plus de possibilités, d'opportunités aux jeunes, notamment pour trouver un emploi. Parlons toujours de macroéconomie. À peu près, on sait que le stock capital du pays, c'est 3,5% du PIB. Est-ce que c'est assez suffisant pour soutenir une croissance soutenue? Le Maroc, sur les dernières années, a misé exclusivement dans son modèle de développement sur le développement de la demande interne, avec ses deux volets, notamment consommation et investissement. Le Maroc investit beaucoup. Nous avons un taux d'investissement de 31%, 32%, notamment en matière d'infrastructures, parce que nous croyons, et ce n'est pas propre au Maroc, c'est propre aussi à un certain nombre de pays d'Afrique, nous croyons que le développement de l'infrastructure, la réduction donc, des coûts de logistique, l'amélioration de la fluidité donc, de déplacement des biens et aussi des personnes permet de favoriser un environnement donc, propice à la croissance. Donc ce modèle, aujourd'hui, nous sommes en train de le compléter par une politique aussi de l'offre, en axant l'effort sur l'industrialisation du pays, sur les exportations. Aujourd'hui, le premier secteur exportateur au Maroc, ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas le phosphate et ses dérivés, ce sont les automobiles. Le premier secteur exportateur, c'est le secteur automobile, avec plus de 5 milliards de dollars d'exportation. Ce secteur est appelé également à se développer par l'installation de nouvelles grandes marques, notamment Peugeot, donc qui va produire environ 200 000 moteurs et véhicules au niveau du Maroc. En résumé, c'est cette diversification, encore une fois, économique qui est le pare-choc contre les turbulences aujourd'hui que connaissent le monde. Vous voyez aujourd'hui la volatilité des prix des matières premières, la fragilité que ceci peut générer, la volatilité aussi des marchés financiers et l'impact que ça pourra avoir sur le financement de certaines économies. La diversification, c'est non seulement un pare-choc, comme vous dites, mais c'est aussi ce qui fait l'attractivité du Maroc. On voit que tout le monde se dirige vers le Maroc. On a vu tout dernièrement Saint-Gobain qui va ouvrir une nouvelle ligne pour une dizaine de millions. On voit que les fonds d'investissement sud-africains se dirigent vers le Maroc. Qu'est-ce qui explique un peu cette attractivité du royaume chérifien pour les investisseurs, surtout étrangers?
Je pense que ça tient à, et vous devez poser la question à ces investisseurs, mais le retour, c'est 1, la stabilité politique et la stabilité économique du pays. 2, la visibilité qu'ont ces industriels, ces investisseurs sur le plan sectoriel et l'accompagnement que le secteur public met en place pour accompagner ces investissements. 3, c'est la multitude, l'importante, l'importance des opportunités qui existent réellement au pays à travers donc notamment l'ouverture de cette économie. Et 4, la disponibilité d'un capital humain jeune, qualifié. Et bien entendu, la qualité aussi des infrastructures, c'est un élément fondamental pour attirer donc, ces investisseurs. Aujourd'hui, avec les turbulences malheureuses qui existent ici et là, le Maroc apparaît comme un îlot de prospérité et de stabilité. Et bien entendu, les multinationales et les grandes entreprises, dans leur effort d'expansion et de développement, voient le Maroc comme étant une opportunité justement d'investissement pour le marché marocain, mais également pour tous les marchés avec lesquels le Maroc aujourd'hui travaille. Je parlais des pays avec qui nous avons signé des accords de libre-échange, mais je peux aussi parler des pays d'Afrique subsaharienne avec qui le Maroc développe aujourd'hui une relation de partenariat importante. Justement, vous parlez vraiment de ce volontarisme marocain à venir investir en Afrique, parce qu'on investit chez vous, vous voulez investir en Afrique. Et d'ailleurs, vous l'avez dit aussi, le VRP de cet activisme économique en Afrique au sud du Sahara, c'est le roi lui-même. Mais qu'est-ce qui explique réellement? Est-ce que c'est un intérêt politique calculé, comme on entend souvent dans la rue de Bamako à Kigali, ou est-ce que c'est vraiment une objectivité économique qui fait que l'Afrique au sud du Sahara est aujourd'hui une destination économique pour le développement des affaires au Maroc, pour la consolidation des relations diplomatiques et économiques? Le Maroc, en agissant ainsi, ne fait qu'exprimer sa vocation africaine. Les liens historiques séculaires entre le Maroc et un certain nombre de pays d'Afrique ne sont pas à démontrer. Mais aujourd'hui, le leadership de Sa Majesté, à travers justement les tournées qu'il fait dans un certain nombre de pays, il y a plus de 300 accords que le Maroc a signés avec un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne qui vont de la promotion de l'investissement à la non-double imposition, à bien entendu des accords de coopération dans divers secteurs. À travers tout cela, le Maroc entend jouer son rôle en tant que pays africain pour participer au développement de tout un continent. Ici même, en Côte d'Ivoire, Sa Majesté a prononcé un discours extrêmement important en disant que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et en disant aussi que l'Afrique a plus besoin de partenariats économiques que d'assistance. En termes de réalisme économique, on comprend pour la Côte d'Ivoire, qui est la première économie de la sous-région, mais d'autres pays économiquement moins bien portants sont aussi très parcourus par le roi, le Mali, le Niger, la Guinée qu'on a créée. Est-ce que là, le réalisme économique est toujours de rigueur? Aujourd'hui, l'Afrique qui a été mise, j'allais dire, aujourd'hui elle est mise au devant de la scène mondiale comme étant l'espoir de demain. On ne parle plus de l'Afrique, des maux de l'Afrique, des conflits, des maladies. On parle aujourd'hui de réelles opportunités qui existent réellement en Afrique subsaharienne. Les chiffres le démontrent. Les dernières années, l'Afrique a réalisé des performances économiques extraordinaires. Et le Maroc entend jouer, bien entendu, son rôle, entend incarner cette coopération sud-sud parce que cette coopération qui est basée sur le partage et sur les échanges et sur le partenariat, donc gagnant-gagnant, permet à l'Afrique de raccourcir le chemin et de se développer de manière rapide. Bien entendu, le Maroc n'exclut aucun pays. Aujourd'hui, le Maroc, effectivement, à travers le secteur privé, est présent dans d'innombrables pays en Afrique subsaharienne, dans des secteurs variés tels que la banque, les télécoms, l'assurance. Mais le Maroc n'est pas, par exemple, dans un pays comme la RDC, qui est la première économie de l'Afrique centrale, ce qui fait qu'on se demande encore des questions. Qu'est-ce qui motive le volontarisme marocain dans ces investissements? Je pense qu'encore une fois, le Maroc n'exclut aucun pays d'Afrique subsaharienne de sa volonté de participer et de contribuer
la volonté existe et bien entendu, il faudrait travailler pour que aussi le secteur privé prend le relais de cette volonté de leadership de Sa Majesté. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui des axes Maroc, France, Afrique, Maroc, Chine, Afrique, Maroc, Amérique, Afrique? Bien entendu, et là aussi Sa Majesté dans son discours l'avait rappelé, la coopération sud-sud c'est important, c'est bien avec une nouvelle philosophie, mais le continent n'a pas bien entendu tout ce qu'il faut, donc il va falloir opérer une coopération triangulaire. Le monde aujourd'hui bouge, aujourd'hui il y a une économie digitale qui est en train d'émerger, il y a des nouvelles technologies. Je pense que le continent doit aller chercher ces nouvelles technologies là où ils sont et pouvoir les assimiler à condition, encore une fois, que cette coopération puisse jouer pour qu'il n'y ait plus cette approche et cette attitude, disons, de profiter uniquement de ressources naturelles des pays africains. Donc cette volonté de pouvoir valoriser ces mêmes matières premières sur place, de pouvoir créer des industries, de pouvoir nourrir l'Afrique avec, bien entendu, les potentialités qui existent, qui sont extrêmement importantes en matière d'agriculture. Bien entendu, encore une fois, les opportunités sont là. Il va falloir juste avoir cette démarche, cette approche nécessaire pour travailler, savoir travailler en commun et partager ce que nous avons. Et si on prend ce rapport économique dans le sens inverse, est-ce que, à part les fonds d'investissement sud-africains, d'autres pays africains investissent aussi au Maroc? Bien sûr. Et lesquels et comment ça se passe? Bien sûr. Encore une fois, le Maroc est, comme je l'ai dit, une économie ouverte. Les investissements étrangers sont les bienvenus, quelle que soit leur nationalité, à condition, bien entendu, de respecter la réglementation et les lois marocaines en la matière. Aujourd'hui, le Maroc pousse pour que ces partenariats qui existent aujourd'hui d'investisseurs marocains dans des pays subsahariens puissent être des partenariats avec le secteur privé donc de ces mêmes pays et ensemble pouvoir éventuellement investir. Je vais prendre juste un secteur, c'est le secteur donc des engrais. Le partenariat que le Maroc a signé avec le Gabon pour que le Maroc donne bien entendu le phosphate et que l'énergie, voilà. C'est un modèle qui peut être dupliqué, pour d'autres secteurs. Nous croyons encore fortement à cette coopération sud-sud basée sur le partage et sur l'échange et sur le retour d'expérience. Beaucoup de problématiques aujourd'hui dans un certain nombre de pays subsahariens, le Maroc les a connues, il les connaît encore. Notamment en matière de formation professionnelle, en matière de problématiques de l'eau, la problématique de l'énergie. Donc c'est cette mise à la disposition de ces pays de l'expérience marocaine qui est aujourd'hui extrêmement appréciée et extrêmement écoutée par nos frères d'Afrique subsaharienne. Pour revenir un peu au cadre de cet événement, le Africa CEO Forum, qui est la rencontre des dirigeants des grandes entreprises africaines, on parle beaucoup de gestion du capital humain, des ressources humaines. Vous venez de le dire, le Maroc a une grande expérience, surtout en matière de technologie et agroéconomie. Qu'est-ce que le Maroc aujourd'hui offre aux pays africains dont on sait l'économie de la plupart de ces pays repose sur l'agriculture? Alors, en termes de formation, de ressources humaines et de capital humain. D'abord, le Maroc essaie d'accompagner ces pays pour leur faire profiter de l'expérience réussie, parce que nous avons aussi des expériences qui n'ont pas réussi, mais les expériences réussies dans un certain nombre de secteurs, notamment le secteur agricole. Et je dois vous dire que le Maroc est fermement déterminé, et il le fait déjà, à recevoir des délégations qui viennent rechercher l'expérience marocaine dans les secteurs que vous avez cités, notamment dans l'agriculture, mais je peux parler aussi des finances, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'amélioration de la gouvernance au niveau des pays d'Afrique subsaharienne, notamment l'amélioration de l'administration pour qu'elle soit capable d'imaginer des programmes, de pouvoir les implémenter, de pouvoir les suivre, est une donnée essentielle pour accélérer encore une fois le développement du continent. Donc le Maroc est disposé à mettre à la disposition de tous ces pays ces expériences réussies, son savoir-faire. Le Maroc contribue aujourd'hui, il y a plus de 8000 étudiants d'Afrique subsaharienne qui fréquentent les universités marocaines. Donc de ce côté-là, le Maroc est absolument à la disposition donc, de ces pays.
Ok. Au niveau de la consommation, comment faire en sorte que l'orange marocaine ne soit pas vendue seulement, ne domine pas l'orange produite en Côte d'Ivoire ou au Niger ou au Mali ou au Sénégal, mais qu'il y ait aussi la croissance localement avec une production locale, parce que de plus en plus, beaucoup s'en plaignent, c'est l'orange marocaine qui domine sur les marchés. Est-ce que dans ce cadre précis, il y a aussi des plans, des ponts de relations qui vont promouvoir le développement de l'économie, qui semblent motiver les investissements marocains en Afrique? Quand on voit la balance commerciale Maroc, pays d'Afrique subsaharienne, c'est une balance plus ou moins équilibrée. Et je dois dire que les échanges avec les pays d'Afrique subsaharienne ont augmenté de l'ordre de 13% depuis 2003. Aujourd'hui, cette volonté d'échanger sur le plan donc, du commerce existe de part et d'autre, mais bien entendu, c'est une façon de s'intégrer, mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons encore plus loin, comme on vient de le dire, pour que le Maroc investisse dans ces pays, pour que le Maroc accompagne les politiques publiques de ces pays, pour que le Maroc aussi trouve les partenariats dans un certain nombre de secteurs, pour que, bien entendu, les richesses soient partagées. Donc de grandes ambitions du royaume chérifien pour le continent africain, surtout la partie subsaharienne? Bien entendu. Alors, Monsieur le ministre, vous avez le mot de la fin pour conclure ce débat qui est consacré un peu à la bonne croissance de l'économie, à la bonne santé financière de l'économie marocaine et aussi aux relations entre le royaume chérifien et l'Afrique au pays, et les pays d'Afrique au sud du Sahara. Je pense que ce matin, dans le panel, il y a un mot qui est revenu souvent, c'est l'espoir. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective qu'un pays ne peut pas se développer par lui-même, ne peut pas régler tous ses problèmes. Et qu'aujourd'hui, la place est à l'intégration régionale, la place est au partenariat économique, la place est au partage, encore une fois, et c'est la seule manière pour le continent de pouvoir s'insérer dans cette économie mondialisée et globalisée. Merci bien, Monsieur Mohamed Boussaïd. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'économie et des finances du Royaume du Maroc. Vous étiez l'invité spécial de ce numéro de Eco Hebdo qui vous recevait ici à Abidjan dans le cadre de la 4e édition du Africa CEO Forum. C'était donc là son Excellence Monsieur Mohamed Boussaïd. Il est le ministre de l'économie et des finances du Royaume du Maroc. Il était donc interrogé par nos envoyés spéciaux dépêchés sur place à Abidjan pour suivre les festivités de ce Africa CEO Forum 2016 tenu les 21 et 22 mars dernier. L'équipe était donc composée de Oussouf Diagola et de Ali Khalifa Touré. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques sur la chaîne du continent africain. Restez en compagnie de nos programmes et à très bientôt.